Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du 5e jour de ce Vendée Globe. Déjà, on va y arriver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu hier, qui vous avez trouvé un petit peu en difficulté sur cette journée numéro 5. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Puis ça permet de me soutenir, parce que plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Je remercie les gens qui se sont abonnés là depuis le début de ce Vendée Globe. On fait des scores qui sont assez incroyables, que ça soit en termes de vues et en termes de nombre d'abonnés. Sur un record d'abonnés sur un mois, ça c'est clair et net, de prise d'abonnés, parce qu'on est à 300 abonnés, voilà, et c'est sur les 4 derniers jours, 4-5 derniers jours, donc c'est assez incroyable. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, et si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, et que vous voulez donner, eh bien vous pouvez faire un super fan. Je remercie également les gens qui le font. Les deux mots de cette journée, j'en ai trouvé deux. Sommeil et manque de vent. C'est les deux informations de cette journée. Manque de vent parce qu'on est dans une situation météo qui est assez inhabituelle dans la région. On va en parler tout de suite. Parce que vous voyez que le classement n'est pas à jour. Il est 11h30, j'ai attendu 11h30 pour enregistrer la vidéo, ce qui ne m'arrange pas pour mettre en ligne tout ça. Donc je m'excuse si la vidéo est un petit peu en retard, mais le Vendée Globe ne met pas à jour sa carte en temps et en heure. Ça fait depuis une heure que j'attends que la carte soit mise à jour, enfin pas une heure, mais 40 minutes, 45 minutes. Voilà, et la cartographie n'est toujours pas à jour par rapport au classement de 11h, donc c'est toujours très agréable. Donc on va voir un petit peu la situation météo et puis on verra un petit peu ce qui se passe. Ça va pas être évident dans les prochains jours et puis on fera un point sur le classement parce que j'ai assez peu d'informations à vous donner sur les petits problèmes techniques qu'ont eu tous les concurrents parce que j'ai entendu quelques vacations mais qui apportaient des informations sur la stratégie plus que sur les petits problèmes en course. On va commencer par les problèmes. On commence avec les problèmes et les réparations. On commence avec Dennis Van den Berg qui va devoir monter au mât. Bon, on avait assez peu de doutes là-dessus. Il attend juste une zone un petit peu plus calme pour le faire. Je rappelle qu'il a quand même 57 ans, ancien PDG d'entreprise, Dennis Van den Berg. Et il va falloir donc monter au mât pour reparer. C'est les Jack, pardon. Alors je ne sais pas s'il va devoir monter tout en haut du mât. Je ne sais pas s'il est obligé de le faire, mais voilà, c'est les E-Jack, donc on rappelle ces petits câbles qui permettent grosso modo de retenir la grand voile, de monter, descendre la grand voile et de la laisser à 2 ris ou à 1 ris. Donc voilà, en position intermédiaire, si vous n'avez pas ça, il faut mettre des sangles. Après, moi, il le disait en interview hier, que ça posait pas de gros problèmes. Il navigue juste à l'ancienne, c'est-à-dire avec des sangles, pour bloquer sa grand voile. Et ce qui fait qu'il a peut-être un peu moins de finesse de réglage aussi. Donc on va essayer de réparer ça. Autre concurrent qui a réparé, c'est le concurrent hongrois Szabolcs Veres. On rappelle qu'hier, il avait donc déchiré la grand voile et il avait aussi un souci de voile d'avant, cette fameuse voile A7 qui s'était déchirée. Il a enfin réparé une partie, c'est-à-dire qu'il a réussi à enlever la voile A7. La voile A7 était en fait un petit peu emmêlée. Quand elle s'est déchirée, elle s'est emmêlée. Notamment, il y avait une partie qui était autour du mât, donc ce qui peut créer de la tension au niveau du mât, ce qui l'empêchait aussi potentiellement de facilement changer de voile. Donc il a réussi à se débarrasser à l'avant de cette voile A7 qu'il a gardée dans le bateau. Je précise également. Il s'attaque maintenant à la réparation de la voile, de la grand voile, ce qui va pas être évident parce que autant il était dans une situation une chouille plus calme au moment où il a désengagé la voile A7, autant là, ça a l'air d'être de redevenir un petit peu plus compliqué au niveau du vent. Même si la précision des fichiers météo est pas tip top, parce qu'encore une fois, il y a des grandes variations de vitesse de vent à cause de ces fameux nuages dont on parlait hier. Autre réparation,
Autre problème technique, c'est pour Kojiro Shiraishi qui a failli, le japonais Kojiro Shiraishi, être le premier abandon de ce Vendée Globe. Problème de désalinisateur, il a réussi à le régler. Je trouve ça surprenant qu'il n'avait pas de désalinisateur de secours. Alors est-ce que c'est plus dans les normes? Parce qu'à une époque, je me souviens que les concurrents prenaient des désalinisateurs de secours. Parce que si tu peux plus dessaler l'eau de mer, t'es mort. Hein. Voilà, tu peux plus boire, tu peux plus mettre de l'eau dans tes lyophilisés. Donc c'est hyper important. Donc là, il a réparé son désalinisateur. Il y a aussi, alors je sais plus si c'était Sébastien Marcet ou Benjamin Ferret. Il y a un des bateaux non foiler. Je sais plus c'est lequel, là, vraiment j'ai oublié de le renoter, qui réparait également des pales d'hydrogénérateurs. Donc l'hydrogénérateur c'est très important. Sur un bateau vous avez certes des panneaux solaires, vous avez à une époque certains ont tenté d'embarquer des éoliennes. Le problème, c'est que ça crée un peu trop de traînée aérodynamique, donc ça ralentit un peu trop le bateau. Et il y a, autre que les panneaux solaires, vous avez le moteur essence qui permet de recharger les batteries, mais également l'hydrogénérateur. Alors normalement, vous avez 2 hydrogénérateurs qui sont à l'arrière du bateau, qui sont au niveau des safrans, un petit peu décalés un peu plus à l'intérieur du bateau. Et les hydrogénérateurs, donc en fait, c'est comme une éolienne, sauf que ça marche avec l'eau. C'est-à-dire que voilà, c'est l'eau qui entraîne les pales. Les pales, en tournant, rechargent les batteries. C'est le principe d'une éolienne. Sauf que ça marche beaucoup mieux qu'une éolienne sur un bateau, parce que ça fait beaucoup moins de traînées. Sauf que le problème d'un hydrogénérateur, c'est que ça aime peu les surfs, ça aime peu les variations de vitesse. Ça marche très bien, mais c'est fragile aussi. Et là, il y a un des concurrents qui était en train de réparer les pales de l'hydrogénérateur, parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'il faut réparer régulièrement sur les bateaux, parce que ça reste une pièce assez fragile. Donc il y avait également réparation de cette pièce. Et je ne sais plus quel concurrent, une année sur un Vendée Globe, avait dû abandonner ou s'était retrouvé à être en économie d'énergie parce qu'il n'avait plus de pièces pour les hydrogénérateurs. Je ne sais plus si c'était pas Destrumo qui avait eu un problème comme ça, d'hydrogénérateur qui réparait tellement qu'à la fin, il n'avait plus de pièces de secours. Donc je crois qu'il n'utilisait plus l'hydrogénérateur, donc il était en économie d'énergie. Je crois que c'est Destrumo, mais si vous vous souvenez de ça, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. De toute façon, Destrumo, il avait eu une merde par jour, voire 2 ou 3. Louis Duc, problème, avarie, il y a eu plusieurs avaries en fait pour Louis Duc. Il y en a une qu'il a vraiment signalée aux organisateurs. Il a perdu son petit spi. Mais contrairement à Clarisse Kremer, elle a réussi à le ramener. La voile est plus petite aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, donc qui était tombé dans l'eau, qui s'est déchiré. Il a réussi à récupérer les morceaux. Par contre, il ne sait pas s'il va pouvoir le réparer. Il avait des gros doutes là-dessus parce qu'il semblerait qu'il soit vraiment beaucoup déchiré à de multiples endroits. Et donc qu'une réparation coûterait peut-être beaucoup de pièces de rechange pour pas grand-chose, pour une efficacité de la voile qui serait de toute manière diminuée. Donc il était en train de réfléchir à ce qu'il répare, à ce qu'il répare pas, est-ce qu'il y a un intérêt à réparer. Donc ça, il voulait le voir avec l'équipe technique à terre. Et puis on continue avec Paul Meillat. Petit incident pour Paul Meillat, mais qui aurait pu avoir des grandes conséquences. Il a fait un vol plané dans le cockpit. Voilà, donc un petit peu endolori, pas de fracture, rien, hein, pas de trauma crânien, pas de vertèbres cassées, rien. Voilà, il a fait un petit, voilà, il a traversé le cockpit à plat ventre, il a dit. Donc voilà, des petits bleus pour Paul Meillat, qui a aussi précisé qu'il avait réussi à dormir parce qu'il était un petit peu fatigué ces derniers jours. Donc voilà, il a réussi à récupérer. Mais vous allez voir que beaucoup de concurrents ne peuvent pas dormir et que ça va avoir des conséquences, je pense, sur certains choix stratégiques qui vont peut-être pas être très judicieux. Et puis on termine avec Maxime Sorel. Maxime Sorel, donc, qui est en train de réparer en ce moment parce que beaucoup de problèmes depuis le début de course, notamment cette grande voile qui ne veut pas descendre, et ça c'est le gros problème. Alors il a tenté une manœuvre hier pour mettre un peu de tension dans cette grande voile et voir si ça allait marcher. Eh bien, ça n'a pas fonctionné, et en plus, il a cassé des chariots sur sa grande voile, donc là, il faut vraiment qu'il monte dans la grande voile et qu'il répare. Et du côté de sa cheville, il est toujours sous antidouleur, et bon, pour le moment, ça ne dégonfle pas du côté de Maxime Sorel,
qui a envoyé les photos à sa naturopathe. Je suis pas convaincu de la réussite du projet, mais bon, après, c'est une naturopathe qui le suit depuis 10 ans. Je suis assez circonspect parfois chez certains sportifs de haut niveau qui utilisent des... Comment ça s'appelle c'est un truc qu'on a beaucoup en plus dans mon coin. Parce que je rappelle que moi je suis dans un coin où il y avait de la sorcellerie. Donc dans le Berry, donc les mecs croient que beaucoup commençaient à enlever le feu des maladies, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des trucs comme ça où moi, tous mes copains d'école, ils allaient voir des... J'ai oublié le mot. C'est pas des chiropracteurs, mais un peu dans le même style. Ils allaient tous en voir. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai jamais été convaincu de la réussite du projet. Mais des fois, ils étaient plus malades, hein, mais pas convaincu de la réussite du projet. Et naturopathe non plus. Je suis pas totalement convaincu par l'idée. C'est peut-être mieux un vrai médecin qu'un naturopathe. On poursuit. Est-ce que la carte est à jour? Miracle ou pas miracle? Miracle. Alors, au niveau du vent, bien, vous voyez que à l'avant de la course, la flotte s'est énormément resserrée. Pourquoi elle s'est resserrée? Parce que à l'avant, on est bloqué par du vent faible. À l'arrière, on a eu des conditions qui étaient meilleures. Ce qui fait, quand on va regarder un petit peu le top 10 au niveau des statistiques de cette journée de compétition, eh bien, c'est plutôt des concurrents en dehors du top 10. Je crois qu'il n'y a aucun concurrent même dans le top 10 qui ont réussi à aller plus vite que les concurrents du top 10. Et ça provoque des gros changements au niveau du classement général. Même s'il y a deux concurrents qui s'en sortent toujours bien, qui étaient déjà bien placés hier, qui sont toujours bien placés aujourd'hui, mais... vous ne voyez plus de Charlie Dalin à l'avant du classement, vous ne voyez plus de Thomas Ruyant non plus, ni Jérémy Bayou, parce qu'ils se sont empêtrés dans des zones de molle qui n'étaient pas forcément hyper bien indiquées sur les fichiers météo. Et parfois à 5-10 000 d'écart, donc vraiment à 15-20 km de distance, eh bien vous aviez soit du vent, soit pas du tout de vent. Donc c'était très 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 frustrant, notamment pour Jérémy Bayou ce matin, qui a fait une vidéo où il était surpris de la performance de certains concurrents en se disant putain, ils ont réussi à aller vite et nous on a été empêtrés dans certaines conditions où on n'a pas réussi à s'en sortir. Le nouveau leader du général, ça change tous les jours, hein, c'est ça qui est bien pour le moment avec ce vent des globes. Eh bien, c'est Sam Goodchild qui a pris la tête cette nuit, au point de, je sais plus le point qu'il y a en pleine nuit, c'est 3h ou 4h du matin, où il a pris la tête de la course, Sam Goodchild. Il a un petit peu augmenté son avance entre 7h et 11h sur Nicolas Luven. À 7h, il y avait 19 ou 20 000, là maintenant il y a 22 000 d'écart entre les deux concurrents. Donc vous voyez Sam Goodchild qui est un peu plus au sud, notamment qu'un Thomas Ruyant, mais vous voyez que l'écart ils sont quasiment sur la même ligne, hein. Ils vont vers l'ouest, même si Thomas Ruyant est plus à l'ouest que Sam Goodchild, pour le moment, qui est un petit peu plus au sud. Alors pourquoi il est mieux classé? Tout simplement parce qu'il est plus proche de l'orthodromie que Thomas Ruyant. Donc vous savez que c'est l'orthodromie qui compte au niveau des classements. Donc c'est votre distance par rapport à l'orthodromie qui compte. Donc l'orthodromie qui est la route idéale. Voilà, donc l'orthodromie... Alors là, attendez, je vais enlever la météo pour qu'on la voit bien. L'orthodromie, elle est ici. Enfin, je vois pas... c'est sombre, hein, donc il y a assez peu de contraste, mais vous voyez la ligne rouge ici. C'est là où est l'orthodromie. Donc Sam Goodchild qui s'en sort extrêmement bien pour le moment, et qui se retrouve à la première place, mais en étant beaucoup moins rapide qu'une Clarisse Kremer ou qu'une Isabelle Joschke, par exemple, qui sont un petit peu plus à l'arrière dans la flotte. Donc du côté de Sam Goodchild, on est dans des zones avec peu de vent, donc il essaye de passer un petit peu plus au sud. Ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux que pour ses petits camarades, mais on va voir si ça continuera à être le cas pour la suite de la course. Mais Sam Goodchild, pour l'instant, c'est des zones qu'il connaît extrêmement bien. Voilà, c'est des zones qu'il a affrontées des dizaines et des dizaines de fois dans sa carrière. Donc c'est vrai que ça fonctionne bien pour le moment du côté de Sam Goodchild. Deuxième, Nicolas Luven. Vous voyez, maintenant en plus il y a un petit logo pour indiquer les bateaux qui ont des foils et les bateaux qui n'ont pas de foils. Vous savez, quand il y a cette petite virgule rouge, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui ont des foils. Nicolas Luven, lui, est deuxième. Cette option Ouest, hein, qui avait très très bien marché en début de course. Là, ça s'est un petit peu ralenti, mais pour le moment, ça fonctionne. Du côté de Nicolas Luven, qui a rappelé hier en vacation, ou pendant le direct, pendant l'émission direct,
Parce que moi je regarde que l'interview, je regarde pas le reste. Nicolas Luven, et je regarde l'interview sans les questions. Je sais pas quelles questions étaient posées, mais Nicolas Luven qui a rappelé qu'en fait son option c'était tout simplement parce qu'il voulait faire moins de manœuvres que ses adversaires et qu'il considérait que ça allait faire perdre moins de temps. Et il était assez surpris d'avoir battu le record parce qu'en plus avec ce problème de safran, il s'attendait pas à battre le record. Donc vraiment très bien du côté de Nicolas Luven. Record qui vient d'être homologué, hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une attente d'homologation. Il a été homologué, je ne sais plus, hier, je crois, le record de Nicolas Luven. Donc il a bien le record maintenant par rapport à Thomas Ruyant qui le détenait précédemment. La bonne surprise de cette journée, le grand gagnant pour moi de cette journée, Boris Herrmann. Parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il soit bien, avec, on rappelle, un bateau qui techniquement n'est pas efficace dans ces conditions. Je rappelle qu'hier, il était 8-9e, Boris Herrmann. Et il a remonté au fur et à mesure de la nuit et il est passé 3e. Il y a eu des gros écarts en fait entre le classement de 22h et le classement de 3-4h du matin cette nuit. Donc Boris Herrmann, très bien, parce que lui, encore une fois, plus il est proche des meilleurs, plus il va être dangereux dans les mers du Sud. Son bateau, encore une fois, est fait pour les mers du Sud. C'est l'un des bateaux les plus rapides dans les mers du Sud. Il a fait l'Ocean Race, donc en plus c'est un bateau qui est fiable, c'est un bateau qui pour le moment n'a jamais cassé aussi. Donc ça c'est très important. Ça veut dire que lui il va avoir la confiance pour aller dans des gros grains surtout dans des grosses dépressions dans les mers du Sud. Donc il va falloir se méfier de Boris Herrmann parce que c'est plutôt des conditions où il doit perdre du temps. Pour le moment, il est dans le bon paquet. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. On suivra ça demain et après-demain, parce que là, on rentre quand même sur plusieurs journées qui vont être compliquées au niveau météo. Sébastien Simon, qui avait perdu un petit peu de temps en fin d'après-midi hier, voilà, il a réussi à bien revenir cette nuit aussi. Ce qui a surpris Jérémy Bayou, parce qu'il disait, Jérémy Bayou, il était assez proche de lui. Je sais plus où il est Bayou, voilà il est là et il regardait un peu ce que faisaient les concurrents, ses adversaires, et disait cette nuit il s'en est très très bien sorti, Sébastien Simon, parce qu'il disait en ayant pris une stratégie un peu différente de la mienne, ça a l'air d'avoir bien fonctionné par le sud, donc c'est plutôt bien pour Sébastien Simon. 31 000 de retard sur Sun Goodchild. On voit que cette voie sud est peut-être un peu plus efficace parce que Clarisse Kremer par exemple est sur cette voie sud, Pédoté aussi, Samantha Davis, ça a l'air de bien fonctionner, alors que ceux qui sont partis peut-être un peu plus au centre de la flotte ont eu un petit peu plus de mal. Justine Métro, elle, est 5e. Donc petit changement de position par rapport à Sébastien Simon, ça reste quand même une bonne journée. Hier elle était 11e ou 10e, donc elle rentre dans ce top 5, toujours première féminine pour le moment en course, Justine Métro, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais j'ai envie de dire comme sur ses précédentes transatlantiques, et pourtant elle arrive à être rapide. Le calme de la Suissesse qui est assez incroyable en pleine mer, parce que quand elle fait des vidéos, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Justine Métro, c'est très intéressant parce qu'elle est d'un calme presque olympien. Alors je rappelle qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience dans les mers du Sud et pas beaucoup d'expérience en solitaire sur des IMOCA, donc c'est toujours marrant de voir son grand calme pour le moment à Justine Métro, qui est la première concurrent suisse aussi devant Alan Roura et Oliver Air. Johan Richomme, 6e pour le moment. Hier, il était bien, Johan Richomme, il a perdu un petit peu de temps, Johan Richomme. Mais encore une fois, on en avait parlé hier, il était assez inquiet des conditions climatiques qui allaient arriver sur lui. Donc, il n'était pas vraiment confiant. Il a peut-être joué un peu trop la sécurité par rapport à ses petits camarades. Et ça n'a peut-être pas été une grande réussite pour lui, parce qu'il se retrouve désormais à 47 000 à côté de Yannick Bestaven, qui est ici, Bestaven, Yannick Bestaven, alors c'est bien les affichages à la con comme ça, voilà, Bestaven il est là, vous le voyez, il est à 47 000 devant Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux qui était en queue de premier peloton, il était 12e mais en queue de premier peloton, et il était à la limite de se faire décrocher. Eh bien il a recollé à l'arrière parce que des conditions de vitesse un peu meilleures, surtout un petit peu plus de vent pour Benjamin Dutreux, donc ça c'est une bonne opération pour le Français. À partir de maintenant dans le classement, vous allez voir les grands perdants et les grands gagnants de cette journée. Jérémy Bayou, Charlie Dalin,
Pour moi, c'est les deux perdants de la journée. Jérémy Bayou, il était bien hier, hein, on l'avait dit. Pour l'instant, début de course plutôt pas mal. Et ça s'est pas hyper bien passé dans cette zone de transition pour Jérémy Bayou. Et pour Charlie Dalin non plus. Ils se sont retrouvés dans des conditions parfois sans vent. Avec des moyennes. Alors, moi, j'ai pas les moyennes sur 4 heures. Je sais pas comment les trouver, les moyennes sur 4 heures. J'ai les moyennes, les vitesses en instantané. Et c'est vrai qu'hier soir, en instantané, c'était pas fou leur vitesse. Et il disait que sur 4 heures, eh bien, des fois, Charlie Dalin a été 10 000 moins vite que Goodchild, par exemple. Donc, ce qui est assez énorme en termes de décalage de vitesse. Et donc, du côté du Charlie Dalin, pourtant un bateau qui est plutôt efficace normalement dans ces zones de transition, et bien là, ça n'a pas fonctionné du tout pour Charlie Dalin qui s'est retrouvé bloqué dans la mer. Et Jérémy Bayou, un petit peu pareil, sur un bateau qui doit être, je pense, plutôt efficace dans ces conditions-là, parce qu'avec ses safrans porteurs, c'est un bateau qui décolle vite sur ses feuilles. Et là aussi, il n'a pas réussi à être efficace. Alors c'est vrai que Jérémy Bayou, il avait dit hier, j'attaque pas à 100% des capacités du bateau. Donc peut-être qu'il n'a pas pris suffisamment de risques dans ces conditions-là. Peut-être qu'il a été un petit peu trop prudent et que ça n'a pas forcément fonctionné. Bonne journée pour Giancarlo Pedote. Se méfier de l'Italien. J'avais mis parmi les outsiders lors de mes présentations de la course. C'était dans la 3e vidéo de présentation de la course du côté de Giancarlo Pedote. L'Italien qui est discret depuis le début de course là aussi. Hein. J'ai même pas vu une vidéo de bord, je crois, de Giancarlo Pedote. Mais là, il s'en sort bien, l'Italien, là encore, avec cette capacité à revenir de l'arrière. Il est aussi un peu plus au sud. Alors, encore une fois, hein, les écarts sont faibles, mais je rappelle, il est plus proche de l'orthodromie que un Thomas Ruyant par exemple ou un Paul Meillat qui ont pris des options différentes. Mais j'ai l'impression que pour le moment cette option sud est plutôt pas mal en termes de navigation, mais est-ce que ça va pas se bloquer au bout d'un moment? Ça c'est la grande question. Donc ça marche bien pour Pedote, également pour Clarisse Kremer qui remonte au classement un petit peu 13e avec Samantha Davis, parce que hier ça n'avait pas été une bonne journée, elle était 19 ou 20e hier, hein, Clarisse Kremer. Bon voilà, elle avait un peu le moral dans les chaussettes. Et là, elle a bien avancé parce que hier soir, Clarisse Kremer et Samantha Davis étaient à côté de Benjamin Ferré. Et vous voyez l'écart qu'ils ont mis à Benjamin Ferré entre un foiler et un bateau à dérive, qui est pourtant l'une des références des bateaux à dérive. C'est que ça allait très vite pour Clarisse Kremer et pour Samantha Davis qui remonte, hein, parce que début de course compliqué pour Samantha Davis. Très longtemps en dehors du top 20 et là ça fait depuis 2 jours qu'elle fait plutôt des bonnes journées devant Damien Seguin aussi qui se retrouve à revenir de l'arrière, mais encore une fois parce qu'ils sont plus proches de l'orthodromie pour le moment que des concurrents qui s'en éloignent eux, et comme on est sur une distance extrêmement large, eh bien ils sont quand même un petit peu derrière. Mais on a l'impression que les deux pelotons commencent à se rapprocher énormément. Surprise stratégique, mais qui me semble plutôt intéressante quand même, parce que j'ai l'impression que c'est à l'ouest pour le moment qu'on peut avoir un peu plus de vent dans les prochains jours. C'est Thomas Ruyant, donc qui s'est beaucoup éloigné de la route idéale, et puis également Paul Meillat, qui ont décidé de prendre une option plein ouest, et qui sont donc pas du tout sur la même stratégie, mais Paul Meillat est suivi par Louis Duc dans cette option-là, et Pip Air aussi, comme Romain Athanasio, comme Tanguy le Turquet qui fait une belle course, hein, Tanguy le Turquet, parce qu'avec des petits moyens, donc là ça se passe plutôt pas mal pour eux. Jean Le Cam 19e pour le moment. Pourquoi je vous parle de Jean Le Cam? Parce que lui il a pris une option plein est. Autant les autres ont pris une option plein ouest, autant lui, comme Coran Coleman, sont sur une autre stratégie plein est. Alors je me dis jusqu'à quel point il va pas passer là dans le Cap-Vert. C'est jusqu'à quel point il va pas passer à l'est du Cap-Vert. Parce que là, c'est vraiment la question que je me pose avec Jean Le Cam, parce qu'il est absolument pas sur la même stratégie, et lui, avec un peu moins de vent, il peut être efficace son bateau. Les bateaux de Jean Le Cam sont plutôt des bateaux légers. Normalement, le Hubert, par exemple, était performant dans des situations avec peu de vent. Est-ce qu'il va décider de passer à l'est du Cap-Vert, ce qui serait couillu, parce qu'après ça peut vraiment te bloquer à certains moments dans la course, mais c'est ce qu'on va voir hein, du côté de Jeannot Le Cam. Clac, 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 Jean Le Cam. Donc Kojiro Shirashi qui a perdu quelques positions, mais encore une fois,
Il a fallu réparer. Violette d'Orange 27. Violette d'Orange qui était assez contente de son début de course, même si parfois elle trouvait qu'elle était un peu trop prudente sur ce début de course. Mais encore une fois, elle est jeune. Donc il faut qu'elle se fasse la main, on va dire encore. Donc je peux comprendre qu'elle regarde un petit peu ce que font les autres. Puis après, vous pouvez douter. Vous pouvez vous dire, ah bah c'est peut-être mieux que la stratégie que j'ai en tête. Je dis, bon, bah lui, il a 20 ans de navigation dans les pattes. Moi, j'ai 10 ans de navigation dans les pattes. Bon, bah c'est peut-être mon camarade qui a la meilleure idée. 8 ans même, hein, parce que 15, 23. Donc, bah, je regarde un peu ce que font les autres. Et parfois, quand on fait ça, on oublie de se concentrer sur sa course. C'est l'erreur qu'avait fait Clarisse Kremer il y a 4 ans. Elle l'avait dit dans la descente de l'Atlantique. Je me rappelle voilà, où elle disait elle regardait un petit peu trop ce que faisaient les autres et pas suffisamment ce qu'elle faisait elle. Il faut se concentrer également sur votre bateau. L'objectif, c'est de faire le meilleur temps possible. Alors oui, vous êtes en opposition par rapport à des concurrents, mais l'idée de base est quand même de faire le meilleur temps possible. Donc c'est presque un contre-la-montre, mais avec d'autres concurrents sur la carte. Et puis donc Isabelle Huschke qui fait une belle remontée avec une belle journée et surtout 169 000 de retard et une énorme journée en termes de navigation. Donc vous voyez les derniers concurrents, on va en parler en remettant le vent. Voilà, donc la situation protégée par l'île de Madère, Maxime Sorel en ce moment est en train de réparer. Vous voyez, un 0 nœud quasiment pas avancé. C'est pareil pour Verres qui est en train de réparer. Et Jing Kun-Chiu, toujours à la traîne, hein, qui n'arrive pas à remonter véritablement dans le classement. Pourtant, je rappelle qu'il a un foiler. Il se fait quand même distancer par Denis Vandenberg et Oliver Hare ou encore Manuel Cousin. Qui ont des bateaux qui sont techniquement quand même largement moins performants que le sien. Donc c'est pas vraiment top. Et puis en plus, Yingwu Shu, bah, s'il continue comme ça à être un peu distancé par ses petits camarades, c'est qu'il va se retrouver tout seul dans les mers du Sud. Et quand vous êtes tout seul dans les mers du Sud et que vous êtes le dernier de la flotte, eh bien il faut mieux pas avoir un problème technique parce que les camarades ensuite, il faut qu'ils remontent le vent. Il faut qu'ils remontent les dépressions, il faut qu'ils naviguent auprès. Et parfois c'est quasiment impossible. Donc pour vous faire dépanner, ça devient extrêmement compliqué dans ce genre de situation. Bon, la météo, bah voilà, hein, vous voyez la situation à l'instantané quasiment. La situation va pas s'améliorer dans les 20 prochaines heures. Donc ça va être compliqué si on regarde dans 35 heures. Voilà, c'est vraiment de la molle. Normalement, là, c'est les alizés, hein. Cette situation-là n'arrive quasiment jamais. Là, on est, voilà, vous voyez, hein, 3 nœuds. Donc là, il va falloir tirer des bords, bon coup. Parce que soit il faut vraiment se décaler de la route idéale, donc partir plein ouest. Mais c'est un risque, parce que normalement, le poteau noir, il est un petit peu plus gros à l'ouest qu'à l'est. Après, ça dépend des années, hein. Soit bah il va falloir et puis il va falloir sinon attendre, prendre son mal en patience, essayer de chercher du vent. Mais ça veut dire, quand je parlais de sommeil, peu dormir, et déjà que les concurrents sont en manque de sommeil parce que le début de course a été quand même très exigeant, notamment la première nuit avec très peu de vent, mais on a eu des conditions, des phases de transition avec du vent qui était très instable. Les concurrents sont vraiment en manque de sommeil au bout de 5 jours de course, bien plus que d'habitude, normalement, à ce moment-là de l'épreuve. Et je pense que ce manque de sommeil va créer du manque de lucidité et des erreurs en termes stratégiques, peut-être de l'énervement aussi à certains moments, et que ça va peut-être provoquer de la casse sur les bateaux et sur la flotte. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais encore une fois, on est dans une situation qui est très très compliquée pour les skippers avec un vent qui n'est absolument pas élevé. Donc là, vous voyez, il semblerait qu'à l'ouest, on ait une chouille plus de vent. Mais encore une fois, vous avez cette zone de molle qui bloque le passage. Là, j'ai mis la carte dans 48 heures. Si je mets la carte dans 72 heures, bah, elle est là, la zone de molle. Elle est toujours là aussi. Et là, je me dis, 72 heures, un Jean-Luc Kahn qui passe, on va dire comme ça, se retrouve peut-être au Cap Vert avec plus de vent que ses petits camarades et mieux positionné pour le poteau noir. On regarde aussi la situation à Sainte-Hélène. Hop. Sainte-Hélène est mal placée. Il n'y a pas de surprise. Sainte-Hélène est mal placée. Surtout par rapport à la zone des glaces qui est plus haute que les années précédentes.
Moi, j'ai regardé ce matin, il y avait 500 000 à peu près entre la portion la plus basse, on va dire, de la zone de molle et la zone de glace. Donc 500 000 en largeur. Là, j'ai l'impression qu'il y a moins dans 72 heures, si les prévisions météo sont bonnes. Donc pour l'instant, bah, c'est compliqué parce que il va falloir trouver la solution. Et la solution, elle n'est pas évidente, quoi, parce que ouais, le vent est pas si fort que ça, et surtout, les fronts ont tendance à être plutôt dans la zone des glaces, donc c'est-à-dire que là, le vent est pas si fort que ça, on est sur du 19 nœuds, et ça veut dire qu'il va falloir longer cette zone des glaces en tirant certainement des bords, en faisant une sorte de M ou de W à chaque fois, pour monter, descendre, monter, descendre. Et ça va être quand même un petit peu fatigant, et surtout, ça va demander des manœuvres dans une mer qui n'est pas toujours très intéressante et puis dans des conditions qui peuvent être hostiles, donc ça va pas être facile pour les concurrents. Voilà au niveau météo. Je suis un petit peu, voilà, je suis pas très rassuré. Au niveau des nuages, attendez, là faut que je revienne à la météo normale. Pour le moment, bah, vous voyez la situation, il y a encore pas mal de nuages. Alors c'est pour ça qu'ils vont vers l'ouest, parce que vous voyez vers l'ouest le vent est plus stable, il y a moins de nuages. C'est pour ça que la stratégie vers l'ouest est peut-être intéressante, mais au bout d'un moment, la route se bouge dans 17 heures. Voilà, dans un jour, la route se bouge, donc c'est compliqué. Et il semblerait, alors je ne suis pas expert en météo, mais il semblerait que ça soit dû à la tempête qu'il y a eu en Espagne, et en fait qui reste sur l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a une situation de tempête qui reste sur l'Espagne, qui est presque bloquée sur l'Espagne, et ce qui provoquerait ces changements au niveau des alizés. Et ces alizés qui sont donc très compliqués à récupérer. En fait, on n'a quasiment pas d'alizés. Normalement, là, on a du vent, 15-20 nœuds, très stable, une mer qui est pas très démontée. Donc, c'est vraiment l'idéal. Alors que là, c'est compliqué. Alors, l'avantage, c'est que la mer devient plate. On est à 1,6, 1,5 dans les creux de vagues. Donc, pour les bateaux qui volent, c'est l'idéal. Mais bon, pour voler, il faudrait déjà qu'il y ait du vent. C'est là où ça se complique. Bon, on regarde les statistiques pour finir cette vidéo, ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures au niveau des vitesses. C'est Isabelle Biochke qui a réalisé la meilleure performance, 804 km, c'est-à-dire 424 000 de parcouru en 24 heures. Et c'est quasiment 30 000 de plus que ses adversaires directs. Et si vous regardez le top 10, eh bien, il n'y a que Benjamin Dutreux qui est, on va dire, dans le top 10. Tous les autres concurrents sont en dehors du top 10. Donc, quand je disais d'une flotte qui se resserrait, eh bien, c'est parce que les concurrents de derrière ont eu des meilleures vitesses que les concurrents de devant. Donc, le top 10 des distances depuis 24 heures. Isabelle Biochke en 1 devant Damien Seguin. Clarisse Kremer en 3e position devant Éric Bellion, donc un non-foiler. Éric Bellion, j'ai vu la vidéo de bord d'Éric Bellion. Ça tartinait, comme on dit. Éric Bellion qui, je crois, est un petit peu en dehors du top 20. Mais ça allait très vite, donc c'est intéressant parce que ça montre que le bateau de Jean Le Cam, dans les conditions de mer du Sud, il peut tartiner pas mal. Benjamin Dutreux, ensuite, Louis Duc, malgré ses problèmes de grand spi, qui arrive quand même à être dans ce classement. Et puis Romain Athanasio, Justine Métro, qui est la 2e, qui était dans le top 10, qui est dans ce classement-là. Et puis Kojiro Shirashi, malgré ses problèmes de désalinisateur. Et Alan Roura, qui est en 10e place, avec le bateau d'Alex Thompson. Du côté du record, eh bien, on est maintenant en retard par rapport au record d'il y a 8 ans. On a désormais 11 000 nautiques de retard et ça va pas s'améliorer dans les heures à venir. Donc voilà, on va prendre du retard par rapport à Armel Leclerc. Je rappelle qu'hier, on avait plus de 100 000 nautiques d'avance. C'est pour vous dire que voilà, les vitesses sont bien différentes d'il y a 8 ans pour le moment, pour le leader Sam Gouchal. Et pour le moment, entre le premier concurrent et le dernier concurrent, eh bien, il y a désormais plus de 1000 km d'écart. Voilà, donc la flotte entre le premier et le dernier est très étendue, mais elle se resserre du côté de l'avant de la course. Bon, nous on se retrouve demain, même heure, enfin à peu près même heure, pour faire le débrief de cette journée numéro 6. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.